Sénat français, le soutien de l'État à la filière automobile. Riche d'une longue et brillante histoire, l'industrie automobile en France et en Europe traverse actuellement des révolutions comme elle n'a jamais connues. Ces révolutions font vaciller ses fondements et sont susceptibles, si elles ne sont pas suffisamment bien appréhendées et négociées, tant par les autorités publiques françaises et européennes que par le secteur lui-même, de la fragiliser, voire, dans le pire des hypothèses, de remettre en cause sa pérennité à terme. Et une part très significative de ces révolutions industrielles résulte de la dynamique d'électrification des véhicules. Celle-ci implique en effet d'importantes transformations structurelles pour l'ensemble de la filière et une adaptation en profondeur de ses outils de production. Les investissements qu'elle suppose pour les différents maillons de la chaîne industrielle, au premier rang desquels les constructeurs automobiles, mais aussi les équipements et l'ensemble des sous-traitants, sont absolument colossaux. D'après le rapport d'information de la mission d'information sénatoriale d'octobre 2025 sur l'avenir de la filière automobile, les investissements nécessaires à la transition électrique peuvent s'élever jusqu'à plusieurs dizaines de milliards d'euros par constructeur. Par ailleurs, ces transformations se traduisent également par une profonde reconfiguration des processus industriels et de leur composition en termes d'activité et de domaine de compétences. Au sein de la chaîne de valeur, certains secteurs d'activité prennent une place beaucoup plus significative. C'est le cas par exemple de la chimie, quand dans le même temps d'autres champs industriels se trouvent nettement moins mobilisés, voire disparaissent purement et simplement de la chaîne de valeur des véhicules électriques. Cette reconfiguration ne sera pas sans effet sur l'emploi. La DGE considère ainsi que 40 000 emplois pourraient être menacés en France. Inversement, de nouveaux emplois seront créés du fait de la transition vers l'électrique. À titre d'exemple, une note de l'Institut national de la statistique et des études économiques INSEE de février 2026 a constaté qu'en France, l'emploi chez les fournisseurs producteurs de batteries a fortement progressé entre 2020 et 2023, gagnant 1000 équivalents temps plein. Cependant, toujours d'après la DGE, même en intégrant ces nouveaux emplois créés, la diminution nette attendue de la transition des motorisations thermiques vers l'électrique pourrait quand même atteindre 100 000 emplois. Les effets de cette reconfiguration industrielle se feront durement ressentir dans la chaîne de sous-traitance de la filière. Le rapport de la mission d'information sénatoriale estime que le chiffre d'affaires global des équipements du secteur pourrait se rétracter de 40%, faisant peser une menace essentielle sur les 3/4 des entreprises concernées. Pour autant, dans sa note de février 2026 précitée, l'INSEE observe qu'en 2023, en France, les 3/4 des fournisseurs industriels de la filière automobile concouraient déjà à la chaîne de valeur des véhicules électriques. Cette recomposition du paysage de la filière qui résulte de la transition vers les motorisations électriques emporte ainsi de profondes conséquences tant en termes industriels que d'emploi. Par là, elle comporte de vrais risques pour l'avenir de la filière en France et en Europe et doit être appréhendée avec la plus grande clairvoyance et la plus grande vigilance par les industriels comme par les pouvoirs publics, à travers notamment le pacte vert européen. L'Union européenne s'est fixé des objectifs ambitieux de transition de l'industrie automobile vers l'électrique, avec comme mesure phare l'interdiction de vente de véhicules thermiques neufs en Europe à l'horizon 2035. Toutefois, pour répondre aux difficultés rencontrées par une partie de la filière pour atteindre ces objectifs, la Commission européenne a proposé de revoir à la baisse son ambition pour 2035 en ne visant plus sous certaines conditions qu'une réduction de 90% des émissions de CO2 des véhicules légers neufs à cet horizon. Par ailleurs, la réglementation européenne dite CAF pour Corporate Average Fuel Economy fixe aux constructeurs des obligations sanctionnées par un système d'amende de réduction des émissions de CO2 des véhicules neufs qu'ils mettent en vente. Une révolution de l'industrie automobile plus structurante encore est à l'œuvre aujourd'hui à travers le développement
du concept de véhicule défini par logiciel. Les véhicules du futur seront fabriqués autour de leur logiciel embarqué qui représenteront la majeure partie de leur valeur. Les acteurs de la filière ont expliqué au rapporteur à quel point cette nouvelle façon de concevoir la fabrication et la configuration d'un véhicule était un changement majeur de paradigme pour l'industrie automobile. Cette technologie de rupture est notamment associée à des systèmes d'aide à la conduite avancée, dont le spectre va jusqu'à la conduite automatisée. D'après la Direction générale des entreprises, à ce jour, des constructeurs tels que Tesla ou BYD sont en pointe sous ces évolutions, qui ne sont pas encore maîtrisées par les industries européennes. En effet, selon elles, par simplicité et rapidité, les constructeurs européens étalent leurs dépenses et compensent le déficit technologique logiciel en s'approvisionnant en solutions extra-européennes. La mission d'information sénatoriale précitée a mis en exergue les opportunités pour l'industrie française d'investir dans ce domaine appelé à redéfinir l'ensemble de la chaîne de valeur automobile est susceptible de constituer un important relais de croissance. Elle a notamment appelé de ses vœux un effort accru des pouvoirs publics pour encourager la filière à se positionner résolument sur ces technologies d'avenir afin notamment qu'elle puisse se hisser en pointe dans le domaine des véhicules autonomes. Elle recommandait ainsi de soutenir l'émergence d'un écosystème français et européen du véhicule numérique en favorisant le développement d'entreprises spécialisées dans le logiciel embarqué et les systèmes de conduite intelligente pour renforcer la compétitivité et l'autonomie technologique de la filière automobile. La préoccupation ainsi exprimée par le Sénat en 2025 rejoint le point de vue présenté par la Cour des comptes dans son rapport sur le soutien de l'État à la filière automobile. En effet, faisant le constat d'un soutien public insuffisant en la matière, elle recommande de renforcer dès 2026, au sein de l'enveloppe des soutiens à l'offre, la part des aides dédiées à la production de véhicules autonomes et connectés. De façon paradoxale, comme a pu le souligner au rapporteur un acteur de la filière, l'antériorité et l'histoire glorieuse de l'industrie automobile en Europe apparaît davantage comme un passif et un handicap face à cette transition profonde. En effet, les reconversions industrielles qu'elle suppose apparaissent souvent comme plus complexes d'un point de vue industriel comme d'un point de vue social et plus coûteuses que pour des industries qui partent d'une feuille blanche. Ainsi, d'après la Direction générale des entreprises, 24% de la valeur ajoutée de l'industrie européenne dans la filière automobile est à risque de disparition ces prochaines années. L'accompagnement des pouvoirs publics au niveau national comme européen n'en est que plus déterminant. Alors qu'elle doit relever le défi de transformation industrielle majeure, la filière automobile en France et en Europe doit dans le même temps affronter une concurrence toujours plus féroce et menaçante de la part de concurrents d'autres régions du monde, et en particulier de l'industrie chinoise s'agissant des véhicules électriques. La Chine a pris une longueur d'avance très significative sur l'Europe en ce qui concerne la production des véhicules électriques. Grâce à cette avance technologique lui permettant de produire des véhicules électriques à bas coût ou des composants qui entrent dans leur fabrication grâce à la présence dans son sous-sol de terres rares, elle occupe et domine la plus grande part de la chaîne de valeur de la filière de production du véhicule électrique. Les gains de part de marché des véhicules électriques chinois en Europe sont extrêmement rapides, même si la France, grâce notamment au dispositif d'EcoScore instauré à la fin de l'année 2023, n'est pas aujourd'hui le pays le plus exposé au contraire de l'Espagne ou de l'Italie par exemple. D'après le rapport d'information de la mission d'information sénatoriale d'octobre 2025 précité, en 2023, la Chine assurait ainsi près des 2 tiers de la production mondiale de véhicules électriques et les exportations de voitures chinoises au niveau mondial ont plus que quadruplé entre 2021 et 2023.
grâce à des prix de vente environ 30% inférieurs à celui des voitures européennes. Par ailleurs, au-delà des véhicules produits en Chine, la principale pénétration de la filière par l'industrie chinoise se manifeste dans les composants des véhicules électriques produits en dehors de la Chine, y compris en Europe et en France. Ainsi, en France, les importations de composants en provenance de Chine ont-elles été multipliées par 5 au cours des 10 dernières années. Par ailleurs, la DGE a signalé au rapporteur observer une dynamique de rapatriement en Europe, y compris par des constructeurs français, de la production de petits véhicules électriques d'entrée de gamme constitués pour une très grande part de composants chinois qui ont parfois été entièrement conçus en Chine. En outre, BYD a annoncé qu'elle allait produire en Hongrie son modèle Dolphin Surf. Cette concurrence de plus en plus intense fragilise et menace de façon aiguë les équipementiers et sous-traitants français et européens qui interviennent dans le secteur automobile. Outre les questions de retard technologique qui sont manifestées et reconnues de tous, une part du déficit de compétitivité de l'industrie européenne a également pour origine une forme de concurrence déloyale qui s'explique par les aides financières massives que l'État chinois a allouées au secteur de l'industrie automobile, en particulier dans le cadre du programme dit Made in China 2025, lancé dès 2015. Ainsi, d'après le rapport de la mission d'information sénatoriale précitée depuis 2010, l'État chinois aurait versé pas moins de 230 milliards de dollars d'aide directe au marché de l'électrique, dont l'essentiel en avantage aux consommateurs et 25 milliards de dollars d'aide en recherche et développement. Pour tenir compte de ce phénomène de concurrence déloyale, la Commission européenne a notamment décidé d'appliquer des droits compensateurs aux véhicules électriques produits en Chine. Le rapporteur observe par ailleurs que la fermeture très stricte du marché automobile des États-Unis aux véhicules produits en Chine est également susceptible d'accroître encore davantage la concurrence à laquelle sont confrontées les industries françaises et européennes sur leur propre marché. En effet, cette situation conduit à accroître les surcapacités de production de véhicules électriques en Chine, qui sont de plus en plus manifestes et se traduit par un phénomène de déversement sur le marché européen. Ces surcapacités résultent du fait que la Chine produit aujourd'hui environ 40 millions de véhicules légers par an, dont 15 millions de véhicules électriques, alors que son marché n'a la capacité d'absorber que 30 millions de voitures, dont 8 millions à motorisation électrique. Les différents acteurs entendus par le rapporteur sont tous unanimes pour constater que la Chine a pris au moins une vingtaine d'années d'avance sur l'Europe dans les technologies relatives aux véhicules électriques et à leurs principaux composants, au premier rang desquels les batteries. La qualifiant dans son rapport d'acteur principal de la transition électrique, la mission d'information sénatoriale d'octobre 2025 précitée soulignait qu'en 2023, la Chine assurait ainsi 62% de la production mondiale de véhicules électriques et 78% de la production de batteries pour l'automobile, ce qui en fait le leader incontesté dans ce domaine au niveau mondial. Dans ce secteur, les performances de l'industrie chinoise dans le domaine de la recherche et développement et de l'ingénierie sont très nettement supérieures à celles de ses homologues européennes. Ainsi, en pratique, l'industrie chinoise était capable de concevoir de nouveaux véhicules électriques et des composants dans des laps de temps beaucoup plus courts qu'en Europe. D'après des informations communiquées au rapporteur, lorsque l'industrie chinoise peut concevoir un nouveau véhicule électrique en 2 ans, la même opération exige au moins 4 années en Europe. Dans ces conditions, certains constructeurs et équipements européens nouent des partenariats avec des acteurs chinois qui, par construction, augmentent la part d'approvisionnement en composants extra-européens des véhicules, même produits en Europe. Par ailleurs, aujourd'hui, la dépendance de l'Europe à l'égard de la Chine pour les composants et les matières premières, notamment certaines terres rares, indispensables à la fabrication des voitures électriques,
est telle que si la Chine le décide, on ne pourra plus produire aucun véhicule électrique en Europe. Cette avance de la Chine dans le domaine des véhicules électriques constitue ainsi un enjeu majeur de souveraineté industrielle pour l'Europe. Au-delà des transformations profondes qu'elle traverse de la concurrence acharnée qu'elle affronte, l'industrie automobile en Europe doit également composer avec une inflation et une instabilité normative, probablement plus marquées qu'ailleurs dans le monde. Ces enjeux ont été particulièrement soulignés par le secteur à l'occasion des auditions conduites par le rapporteur. La profusion et le changement pas permanent de normes imposent au secteur des évolutions dans des temps souvent très courts, parfois peu en phase avec une forme d'inertie structurelle inhérente aux activités qui, qui caractérisent les organisations industrielles. Cette situation fait dire à certains que le temps de l'adoption et de la modification de la norme n'est tout simplement plus compatible avec le temps industriel. Il arrive par exemple trop fréquemment que des industriels, souvent d'ailleurs les meilleurs élèves, qui avaient joué le jeu en se conformant à des réglementations ambitieuses, consentent d'importants investissements en anticipant un cadre normatif national ou européen qui, in fine, pour différentes considérations, change de façon brusque et inattendue, occasionnant d'importants coups échoués pour le secteur pour se prémunir de tels aléas politiques et normatifs. Les industriels doivent parfois enregistrer des provisions comptables considérables. D'après les éléments communiqués au rapporteur par un constructeur en Europe, environ 25% du temps de travail des ingénieurs en technocentre est exclusivement consacré aux questions de mise en conformité avec la réglementation. Pour les industriels, cette situation participe de façon substantielle à la fragilisation de la filière en Europe et à son manque de compétitivité. Le rapporteur observe que cette instabilité normative et politique n'est cependant pas propre à l'Europe et qu'elle s'est probablement exprimée avec le plus d'intensité et avec les conséquences industrielles et financières les plus considérables à travers le revirement complet de doctrine sur le véhicule électrique opéré entre l'administration de Joe Biden et celle de Donald Trump. Par ailleurs, via sa politique en matière de tarifs douaniers, l'administration américaine est aussi à l'origine d'évolutions conduisant à une déstabilisation de l'économie et des marchés automobiles. Dans son rapport, la mission d'information sénatoriale précitée considère que la filière automobile en France se trouve dans une situation de péril mortel. D'après elle, en l'absence d'inflexion rapide, des pans entiers de l'industrie pourraient disparaître à court terme et des compétences être irrémédiablement perdues, ce qui signifierait pour l'Europe ne plus maîtriser l'intégralité de la chaîne de la valeur de la production automobile. En France, la filière automobile dite amont représente 330 000 salariés et plus de 4 000 entreprises. 30 modèles de véhicules légers sont actuellement assemblés sur le territoire national sur 12 sites des constructeurs Renault, Stellantis et Toyota. Si la production de véhicules légers électriques en France a plus que doublé depuis 2019, celle de véhicules thermiques s'est effondrée depuis 2020 et la crise sanitaire. De façon globale, les volumes de production de véhicules légers ont été réduits de 600 000 véhicules environ depuis 2019. La tendance à la baisse de la production de véhicules en France est cependant bien antérieure à la crise sanitaire. Elle dure en réalité depuis 2 décennies. En effet, le nombre de voitures produites annuellement en France a chuté de 3,3 millions en 2000 à moins de 1,5 million en 2025. Le rapport de la mission d'information sénatoriale précité a ainsi souligné que la part de la France dans la production automobile européenne est tombée de 20 à 8% entre 2000 et 2020. Loin derrière l'Allemagne, 30%, 5 millions d'unités. L'Espagne, 13%, passé de 1 million après 3 millions de véhicules produits entre 2000 et 2024. La République tchèque
9% aux alentours de 1,5 million et la Slovaquie 7%. Cette chute de la production s'explique principalement par une vague de délocalisation initiée par les constructeurs et qui s'est par la suite propagée aux fournisseurs. Depuis le début des années 2000, la part de la production réalisée en France par les constructeurs français a chuté de 64% à seulement 25%. Le rapport de la mission d'information sénatoriale précité constatait que le recul de l'industrie automobile en France au cours des 2 dernières décennies n'a pas été observé dans de telles proportions ailleurs en Europe. Cette dynamique de contradiction de l'activité et de l'emploi sur le moyen terme n'a pas été partagée par les autres pays européens, ni même par les pays d'Europe de l'Ouest, me semble spécifique à la France. La note de l'INSEE de février 2026 précitée rappelle que dans l'industrie automobile, les coûts de transport élevés conduisent généralement à produire les véhicules à proximité géographique du lieu de vente final. Aussi, les constructeurs fabriquent-ils principalement en Europe et au Maghreb les véhicules qu'ils destinent au marché européen. À ce titre, l'INSEE observe que les constructeurs français ont ainsi progressivement développé des usines d'assemblage en Roumanie, en Slovénie, en Turquie et en Espagne pour Renault, au Maroc, au Portugal, en Slovaquie et en Espagne pour PSA Stellantis. Pour ces 2 constructeurs entre 2010 et 2023, l'INSEE constate à la fois qu'une chute de la production en France et une augmentation de la production dans les pays mentionnés. L'affaiblissement de l'industrie automobile en France a eu des conséquences significatives sur les emplois de la filière. Ainsi, d'après la même note de l'INSEE entre 2010 et 2023, l'emploi total des entreprises de la filière automobile est passé de 425 500 à 286 800, soit une chute de 33%, alors que sur la même période, l'emploi est resté quasiment stable, moins 1%. Dans le reste de l'industrie manufacturière, ce recul touche aussi bien les constructeurs, moins 35%, que les fournisseurs, moins 32%, les ouvriers peu qualifiés étant par ailleurs les plus concernés par le phénomène. Les difficultés de la filière automobile s'expliquent également par l'atonie du marché de la vente des voitures neuves en France. D'après l'INSEE, entre 2010 et 2023, la vente de voitures neuves a reculé d'environ 20%. La baisse est très marquée depuis la crise sanitaire. Les ventes de voitures neuves se sont ainsi effondrées de plus de 26% en 2020 et ne sont pas remontées depuis. Après une embellie en 2023, elles sont à nouveau orientées à la baisse depuis. En France, les prix des véhicules neufs ont fortement augmenté depuis la crise sanitaire. D'après une étude de l'Institut Mobilisé en transition de mai 2025, entre 2020 et 2024, les prix des véhicules neufs en France ont augmenté en moyenne de 6 800 €, soit 24%. La moitié de cette hausse, 12%, serait due à la montée en gamme des véhicules, un quart à l'inflation des cours des matières premières et un dernier quart à l'électrification des modèles. La montée en gamme des modèles peut tout aussi bien résulter d'une stratégie délibérée dite de premiumisation des constructeurs que de nouvelles obligations réglementaires. La hausse du prix des véhicules pèse nécessairement sur la demande et explique une part du déficit persistant du volume de véhicules vendus en France depuis quelques années. Elle a aussi pour conséquence d'éloigner les classes moyennes et populaires du marché des véhicules neufs, alors qu'elle en représentait encore 43% en 2019. Cette part avait chuté à 31% en 2024. Par ailleurs, d'après certains acteurs de la filière, la tendance à l'inflation des prix des véhicules pourrait aussi être de nature à fragiliser la compétitivité des véhicules électriques produits en Europe. Le groupe Renault a alerté le rapporteur sur les répercussions du durcissement des normes réglementaires sur le prix des véhicules produits en Europe et la compétitivité. En effet, si les véhicules produits à l'étranger sont soumis aux mêmes contraintes réglementaires,
Certaines industries auraient plus de facilité à en intégrer les coûts sans les répercuter à leurs clients. C'est notamment le cas de l'industrie chinoise qui, en raison de surcapacité massive, serait prête à vendre à perte pour écouler ses véhicules sur le marché européen. Néanmoins, il semble bien que s'agissant notamment des véhicules électriques, les constructeurs européens aient dans un premier temps adopté une stratégie délibérée de montée en gamme, délaissant les petits véhicules d'entrée de gamme pour lesquels la Chine dispose aujourd'hui d'un avantage compétitif extrêmement significatif. Le rapport de la mission d'information sénatoriale précitée a notamment mis en évidence et documenté au cours des dernières années une stratégie continue de premiumisation dont les constructeurs font aujourd'hui les frais. Même si elle progresse, la demande de véhicules électriques n'est pas à la hauteur des ambitions et des objectifs malgré les très lourds investissements qui ont été consentis par la filière dans le cadre de sa transition des motorisations thermiques vers l'électrique. Une accélération récente au début de l'année 2026 de la part des véhicules électriques dans les ventes de voitures neuves est néanmoins à noter. Ainsi, en janvier 2026, les voitures électriques ont représenté 28% des immatriculations de véhicules particuliers, un record. Les objectifs qui avaient été fixés au niveau national, notamment dans le cadre de la troisième stratégie nationale bas carbone, prévoyaient une part de 66% des véhicules électriques dans les ventes de voitures particulières neuves à l'horizon 2030. Comme le soulignait une note de la DGE de décembre dernier, les achats de véhicules particuliers électriques neufs accusent un retard de plus de 300 000 unités en cumulé sur la période 2020 à 2024 par rapport aux objectifs. Si l'on raisonne sur l'ensemble du parc au 1er janvier 2025, les voitures électriques représentaient 2,8% des véhicules particuliers en circulation en France contre 2,2% un an auparavant. La note de la DGE de décembre 2025 précitée souligne que les achats de véhicules électriques neufs concernent en majorité les ménages aisés. Les deux derniers décilent de revenus, soit les 20% de ménages les plus aisés concentrés en 2022, 42% des acquisitions. Dans son rapport sur le soutien de l'État à la filière automobile, la Cour des comptes rappelle les principales et nombreuses évolutions qu'ont connues les dispositifs d'aide à l'acquisition de véhicules propres au cours des dernières années. Ciblage progressif vers les seuls véhicules électriques, accentuation de la prise en compte des critères sociaux dans l'éligibilité et le montant des aides, suppression de la prime à la conversion en 2024, création d'un dispositif de leasing social, conditionnement de l'éligibilité des véhicules à un dispositif d'éco-score qui estime les émissions de CO2 générées sur l'ensemble de leur cycle de vie ou encore réforme du financement de ces dispositifs qui désormais ne sont plus couverts par des crédits du budget de l'État, mais par le mécanisme des certificats d'économie d'énergie. Le rapporteur ne reviendra pas en détail sur ces évolutions, mais présentera les analyses les plus actualisées des deux dispositifs encore en vigueur à ce jour, à savoir la prime dite coup de pouce, qui a succédé au bonus écologique et le leasing social créé en 2024. D'après une note de février 2026 du service de la statistique publique de l'énergie, des transports, du logement, de l'environnement, en 2024, sur un total de 205 000 voitures électriques neuves acquises par les ménages, 83% avaient été soutenus pour un montant total de 1,25 milliard d'euros. Le bonus écologique qui était financé par des crédits budgétaires suivis par le programme 174 Énergie, Climat et Après-mine de la mission Écologie, Développement et Mobilité durable a été remplacé en juillet 2025 par une prime dite coup de pouce financée par le mécanisme des CEE. Sont éligibles à la prime coup de pouce les véhicules électriques d'un poids inférieur à 2,4 tonnes, d'un prix maximal de 47 000 € et satisfaisant aux exigences de l'éco-score.
Cette prime s'adresse à tous les ménages, mais son montant varie de 3 500 euros à 5 700 euros en fonction de leurs revenus. Depuis le 1er octobre 2025, une sous-prime complémentaire de 1 200 euros à 2 000 euros a été intégrée à ces montants d'aide pour les véhicules assemblés en Europe, disposant d'une batterie elle-même fabriquée en Europe, entre juillet 2025 et janvier 2026, d'après la DGEC. L'achat de plus de 50 000 véhicules a été concerné par cette prime pour des montants versés de 98 millions d'euros. Destinée aux ménages des 5 premiers déciles de revenus dans le trajet domicile-travail dépasse 15 km ou qui effectuent plus de 8 000 km par an avec leur véhicule personnel. Le leasing social doit leur permettre d'accéder à des véhicules électriques via un modèle de location de longue durée pour des loyers mensuels limités. Comme pour la prime coup de pouce, les voitures éligibles sont des véhicules électriques d'un poids inférieur à 2,4 tonnes, d'un prix maximal de 47 000 euros et satisfaisant aux exigences de l'Ecoscore. Versé au loueur qui achète le véhicule pour réduire le montant du loyer et se substituer à l'apport initial normalement demandé au client. Le montant de l'aide correspond à 7 000 euros dans une limite de 27% du prix d'acquisition du véhicule. D'après l'ADEME, 6 loueurs et demi-concessionnaires participent au dispositif qui est désormais financé par 20 obligés du mécanisme de CE. La première version du dispositif a été lancée au début de l'année 2024 et victime de son succès, elle a dû être suspendue après seulement quelques semaines. 50 000 véhicules vendus et 300 millions d'euros de dépenses, alors que les prévisions étaient seulement de 20 000 euros, de 20 000 à 25 000 unités pour un budget prévisionnel de 110 millions d'euros. La deuxième édition du dispositif a été lancée en septembre 2025 pour un budget global de 369 millions d'euros avec l'objectif de soutenir au moins 50 000 véhicules, dont 5 000 dans des communes situées en zone à enjeu de qualité de l'air. D'après la DGEC, s'agissant de l'édition 2025 du leasing social, 34% des véhicules commandés sont fabriqués en France. 45% des bénéficiaires appartiennent aux 3 premiers déciles de revenus, contre seulement 40% pour la première édition et 55% sont domiciliés en zone rurale. En mars 2026, sur les 50 628 véhicules commandés, 35 000 avaient déjà été livrés pour un montant d'aide de 239 millions d'euros. Comme la note de la DGE de décembre 2025 estime que le leasing social, parce que l'éligibilité des véhicules est conditionnée à l'Ecoscore, constitue un soutien non négligeable pour les industries françaises et européennes. Elle estime en effet, s'agissant de l'édition 2024, que dans un scénario contrefactuel où les ménages bénéficiaires du leasing n'auraient pas acheté de véhicules électriques neufs ou auraient acquis un véhicule en suivant la même distribution que les achats non financés par le leasing social, la part de marché des véhicules électriques extra-européens aurait été 3,5 points plus élevée. Le leasing social a donc potentiellement entraîné un report de la demande de véhicules électriques neufs de l'ordre de 3,5 points de véhicules extra-européens vers les véhicules européens. S'agissant de la campagne du 26, la DGEC a signalé au rapporteur qu'un projet d'arrêté pour une nouvelle édition de ce programme a été discuté lors de la séance du 3 mars 2026 du Conseil supérieur de l'énergie pour soutenir financièrement la location longue durée d'au moins 50 000 véhicules particuliers électriques à destination des ménages modestes pour un montant n'excédant pas 390 millions d'euros. À ce jour, les aides à l'acquisition de véhicules propres restent nécessaires dans la mesure où le coût d'acquisition de ces véhicules demeure un obstacle significatif pour de nombreux ménages modestes ou de la classe moyenne.
Cette nécessité ressort notamment d'une étude récente de l'UFC Que Choisir, qui conclut notamment qu'en 2025, quelle que soit sa taille, un véhicule électrique neuf est en moyenne plus onéreux pour son premier utilisateur qu'un véhicule essence, neuf équivalent, hors aide à l'achat. Ce constat se vérifie notamment pour les petits véhicules d'entrée de gamme, pour lesquels, en considérant une durée de détention de 4 ans, les coûts supplémentaires s'élèvent à 2 900 euros. Selon l'étude, cette différence pourrait perdurer jusqu'en 2029 et rend nécessaire le maintien d'aide à l'achat pour ces véhicules au moins jusqu'à cette date. La filière en France considère même que le maintien de ces aides est vital dans un contexte où la demande de véhicules reste largement atone et que le secteur souffre d'un déficit de volume de vente très sensible. Le précédent est illustré par la décision prise par l'Allemagne en fin d'année 2023 de supprimer brusquement le bonus à l'achat qui était en vigueur à l'époque et semble leur donner raison. Les ventes de véhicules électriques s'étaient alors immédiatement effondrées de 16% au cours du premier semestre 2024, obligeant dans un premier temps l'État fédéral à prendre des mesures incitatives alternatives, notamment de nature fiscale. Finalement, en janvier dernier, le gouvernement a annoncé le rétablissement d'une prime à l'achat concernant les véhicules électriques et hybrides pour des montants de 1 500 à 6 000 euros. Ce programme d'aide a été doté à hauteur de 3 milliards d'euros pour la période 2026 à 2029. D'une manière générale, au sein de la filière, les aides à l'acquisition de véhicules propres sont particulièrement plébiscitées par les constructeurs, tandis que le soutien directement dirigé vers l'offre s'avère quant à eux essentiel à l'écosystème de sous-traitance. Des gros équipementiers jusqu'aux plus petits fournisseurs. De ce fait, le rapporteur observe qu'il existe une véritable complémentarité entre les soutiens orientés vers la demande et ceux qui sont directement dirigés vers l'offre. La combinaison de ces deux types d'outils doit permettre de soutenir l'ensemble des composantes de la filière pour lui donner les moyens de poursuivre l'objectif stratégique de préserver la maîtrise industrielle de l'ensemble de la chaîne de valeur du véhicule électrique. S'agissant des aides orientées vers la demande, le leasing social est d'autant plus apprécié des constructeurs qui leur permet d'écouler des volumes conséquents de petits véhicules électriques qui jouent un rôle non négligeable dans l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de CO2 auxquels ils sont astreints en vertu de la réglementation européenne dite CAF pour Corporate Average Fuel Economy. Si ces aides restent nécessaires, leur coût n'en demeure pas moins élevé. Pour le contribuable hier et pour le consommateur d'énergie aujourd'hui, via le mécanisme des CEE qui les finance. Ainsi, la Cour des comptes estime dans son rapport qu'entre 2018 et 2025, l'ensemble des dispositifs a représenté le versement de 8,5 milliards d'euros d'aide à 2,4 millions de bénéficiaires. En outre, la Cour des comptes rappelle les difficultés structurelles qu'a rencontrées l'administration pour prévoir à l'avance le coût de ces aides de guichet. Elle note qu'en exécution budgétaire, des surconsommations de crédits systématiques et massives ont été constatées sur les différents dispositifs. L'épisode de la première édition du leasing social a déjà été présenté, Supra, son coût ayant été presque 3 fois supérieur au budget prévisionnel. Les bonus à la prime conversion ont connu la même tendance. Entre 2018 et 2024, le cumul de ces phénomènes de surconsommation des crédits en exécution a ainsi atteint 2,4 milliards d'euros. À l'occasion de l'examen des textes financiers, le rapporteur avait mis en évidence ces surconsommations massives et s'était interrogé sur les causes de leur caractère systématique. À l'occasion de l'examen du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, elle avait d'ailleurs observé que durant la gestion 2024, ces phénomènes de surconsommation des crédits consacrés au dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules propres
ont profondément menacé la soutenabilité budgétaire du programme 174, imposant alors une série d'expédients budgétaires mis en œuvre en cours d'exécution au nombre desquels la suspension brusque et imprévue de dispositifs de leasing social un mois seulement après son lancement, le choix de la débudgétisation en début d'exercice des dispositifs de soutien à l'acquisition de bois lourds propres à la transition énergétique des stations-service rurales, finalement financées en 2024 par l'outil des certificats d'économie d'énergie, et pour lesquels 200 millions d'euros avaient été prévus en loi de finances initiale. Le redéploiement des crédits provenant de dispositifs connaissant au contraire des sous-consommations de crédits, au premier rang desquels MaPrimeRénov'. Le rapporteur en arrivait alors à la conclusion que de tels bouleversements en cours d'exercice contribuent à altérer la sincérité de la programmation budgétaire initiale et par voie de conséquence la portée de l'autorisation donnée par le Parlement. Pour résoudre le problème de ces surconsommations structurelles, les dispositifs ont été transformés en enveloppes fermées, l'attribution des aides étant suspendue dès lors que le budget alloué a été atteint. Le rapporteur observe que la réforme du circuit de financement des aides à l'acquisition de véhicules propres, opérée en 2025 pour les véhicules particuliers, est loin d'être neutre. Certes, ce nouveau modèle présente l'avantage de réduire le poids de la dépense publique, ces aides n'étant désormais plus financées par le crédit du budget de l'État, mais par les obligés du dispositif de CEE, c'est-à-dire les fournisseurs d'énergie et les distributeurs de carburant. Cependant, ces mêmes obligés répercutent le coût de ces CEE sur les factures d'énergie de leurs clients, c'est-à-dire les consommateurs d'énergie. Aussi, pour des raisons d'acceptabilité sociale, le volume global de CEE n'est-il pas extensible à l'infini. Certes, le montant des aides a été globalement maintenu et même augmenté dans certaines configurations à travers un système de bonification des économies d'énergie que l'administration estime être permise par ces dispositifs. Cependant, la transition n'en a pas pour autant été transparente pour le secteur qui a dû se familiariser dans des délais records à un univers qui lui était complètement étranger. Dans ses réponses écrites au questionnaire du rapporteur, la DGEC reconnaît que cette évolution n'allait pas de soi et méritait d'être accompagnée. La transition d'une aide initialement budgétaire vers le dispositif des CEE a demandé aux acteurs de s'adapter à un nouveau mécanisme dans les délais contraints. La DGEC a ainsi organisé plusieurs séminaires d'information sur le mécanisme des CEE à destination de la filière automobile lors de la période de bascule. En effet, les obligés CEE interagissent désormais directement avec les professionnels de l'automobile. Jusqu'alors, des acteurs peu connus de leur processus et peu nombreux. Ils doivent se familiariser avec un processus administratif propre au mécanisme des CEE et au fait que les variations du prix des CEE pourra amener une possible variabilité des montants d'aide lors des renouvellements de partenariats entre obligés CEE et constructeurs. Par ailleurs, si l'administration est parvenue à tordre suffisamment le système des CEE pour justifier qu'ils servent à financer ces aides, le rapporteur observe que cette évolution relève largement d'une forme de détournement de la philosophie première du dispositif. En effet, il n'est pas complètement intuitif que des subventions à l'achat de véhicules neufs, même électriques, soient systématiquement un moyen de valoriser des économies d'énergie véritables. À ce titre, le rapporteur note que la véritable raison de cette réforme était purement et simplement budgétaire. Il s'agissait de réaliser des économies de dépenses publiques sans pour autant sacrifier ces dispositifs de soutien.
Dans ces conditions, l'opportunité des CE fait souvent office de solution magique. Pour les raisons soulignées supra, le rapporteur est convaincu que dans le contexte actuel, il est nécessaire de maintenir les aides à l'acquisition de véhicules propres existantes. Néanmoins, ces dispositifs doivent continuer d'évoluer afin d'être optimisés. Il est incontestable qu'aujourd'hui, parce que tous les ménages y sont éligibles et qu'elle peut être accordée pour l'achat de véhicules dont le prix peut atteindre jusqu'à 47 000 euros, la prime coup de pouce est source d'effet d'aubaine. En effet, certains ménages aisés, voire très aisés, qui acquièrent des véhicules de ce type n'ont pas besoin d'être soutenus pour cela par l'ensemble des consommateurs d'énergie. En 2024, d'après la note du SDES de février 2026 précitée, 56% des véhicules soutenus et 33% des montants d'aide concernés les ménages des déciles 6 à 10. Par ailleurs, dans 16% des cas, le prix des véhicules soutenus était situé entre 46 000 euros et le plafond de 47 000 euros. Pour réduire autant que faire se peut les phénomènes d'effet d'aubaine, le rapporteur recommande de limiter l'éligibilité de la prime aux ménages modestes ainsi qu'à la classe moyenne à coût constant. Cette mesure pourrait permettre de majorer le montant de soutien pour ces ménages et d'induire de façon plus efficace la décision d'achat de véhicules électriques EcoScore. Elle pourrait aussi permettre d'augmenter le montant des aides à l'achat de véhicules utilitaires légers électriques. En effet, comme décrit en phrase, ces aides ne sont aujourd'hui pas suffisamment incitatives pour lever les freins à l'achat par les PME et les TPE de ce type de véhicules, dont le taux du verdissement accuse aujourd'hui un retard significatif. Dans une logique de meilleur ciblage des dispositifs, elle propose aussi de diminuer le plafond de prix des véhicules éligibles à la prime coup de pouce, comme au leasing social. Enfin, pour concentrer les soutiens vers les petits véhicules électriques et augmenter les volumes de vente de ces véhicules d'entrée de gamme, une réduction du poids maximum des véhicules éligibles aux deux mesures de soutien pourrait en outre être envisagée. L'administration réfléchit à une telle mesure, notamment dans le cadre du leasing social, afin d'éviter que certains véhicules peu adaptés à la philosophie du dispositif y deviennent éligibles. Dans son rapport, la Cour des comptes note également que le ciblage des ménages modestes reste inabouti. Elle recommande de réserver d'ici à 2027 les aides à la demande aux seuls ménages modestes, c'est-à-dire des déciles 1 à 5. Si le leasing social est réservé aux ménages des 5 premiers déciles, les premières évaluations du dispositif démontrent que les ménages des 2 premiers déciles en bénéficient peu. C'est d'autant plus vrai pour les ménages du premier décile qui ne représenteraient qu'à peine 5% des bénéficiaires. Si des considérations financières peuvent bien entendu expliquer une part de ce phénomène, il est également très probable que l'accès à l'information et la connaissance du dispositif par ces ménages soit également en cause. En effet, l'essentiel de la communication relative au leasing a été réalisé par les constructeurs et les concessionnaires eux-mêmes, les campagnes de communication publique ayant été très réduites. Or, ces ménages ne sont pas nécessairement les plus familiers des concessions automobiles. Aussi, afin de conforter l'objet social du dispositif, pourrait-il être utile de prévoir une campagne de communication qui ciblerait spécifiquement les ménages modestes? Au-delà de cette question, le rapporteur note aussi que certains automobilistes, de par l'usage professionnel qui font de leur véhicule, pourraient être plus légitimes à bénéficier du leasing social, notamment car ils sont de très gros rouleurs. Pour des raisons purement professionnelles, l'un des exemples les plus caractéristiques est peut-être celui de l'infirmière libérale. Aussi semble-t-il également pertinent d'envisager des campagnes de communication spécialement ciblées sur certaines professions et certains publics en raison de leur usage automobile atypique.
La très grande majorité des véhicules acquis par des particuliers laissent sur le marché de l'occasion. Dans son rapport, la Cour des comptes observe que les achats de véhicules des particuliers sont réalisés à 76% sur le marché de l'occasion, proportion qui passe à 93% des véhicules achetés par les ménages des 5 premiers décennies. Aussi, ce marché sera-t-il déterminant pour atteindre les objectifs poursuivis en matière de transition du parc des véhicules légers? Pour autant, à ce jour, aucun dispositif de soutien ne concerne ce marché. Par ailleurs, le rapporteur a pu constater que de nombreuses incertitudes entourent encore le marché de l'occasion des véhicules électriques, dont l'émergence est particulièrement attendue pour contribuer à leur démocratisation véritable à une, à une grande échelle. En effet, à ce jour, la décote des véhicules électriques est plus forte et plus rapide que celle de leur équivalent thermique. Cette situation s'explique notamment par les incertitudes et le manque de confiance des agents économiques quant à la longévité et l'évolution de la capacité des batteries, composant qui concentre à lui seul environ 40% de la valeur du véhicule. Le rapport, euh, le rapport de la mission d'information sénatoriale d'octobre 2025 précitait considérait à ce titre que les freins au développement d'un marché de l'occasion de l'électrique sont largement des biais de perception des craintes demeurant quant aux performances de batterie, et ce alors même qu'au fur et à mesure de l'avancée de l'âge des véhicules, la part de la valeur résiduelle de ces derniers au sein du véhicule augmente. Pourtant, le même rapport observait que les performances de batterie sont en réalité meilleures qu'initialement attendues. Afin de réduire ce manque de confiance susceptible d'entraver le bon fonctionnement du marché de l'occasion des véhicules électriques, la mission d'information a recommandé de mettre en place un label européen de garantie pour les véhicules électriques d'occasion, incluant un diagnostic batterie certifié, ainsi qu'un plan de communication sur les performances des batteries. En outre, alors que les technologies progressent très vite, notamment en ce qui concerne l'autonomie des batteries, des véhicules d'occasion peuvent très vite apparaître comme dépassés technologiquement, comparativement aux nouvelles voitures mises sur le marché qui plus est éligibles au dispositif d'aide. Par ailleurs, le rapporteur a été alerté sur le fait que le dispositif de leasing social, s'il doit alimenter rapidement le marché de l'occasion, est aussi susceptible de le déstabiliser. En effet, il apparaît que les loyers de certains véhicules ont pu être fixés à des niveaux excessivement bas, ne permettant pas nécessairement aux loueurs de compenser la décote subie par ces véhicules à l'issue de la période de location. L'arrivée en 2016 sur le marché de l'occasion de la première vague du leasing social et les conditions dans lesquelles les véhicules concernés s'écouleront devra à ce titre être observé et étudié avec la plus grande attention. Certains arguant notamment un contexte plus général de transition d'une économie de la propriété vers une économie de l'usage, une évolution qui touche aussi le rapport à l'automobile, préconise de répartir les dispositifs de soutien tout au long de la vie du véhicule dans une perspective de subventionner l'usage du véhicule plutôt que son acquisition. D'autres, dans une logique comparable, recommandent d'instaurer des aides aux transactions effectuées sur le marché de seconde main. Toutefois, ce type de mesure pourrait générer des coûts significatifs difficilement finançables dans le contexte actuel. À ce stade, il semble que le gouvernement entende plutôt temporiser et laisser la décote importante des véhicules électriques sur le marché de l'occasion faire son office sans qu'il soit nécessaire d'apporter des mesures de soutien complémentaires aux transactions qui s'y dérouleront. Plus de la moitié des achats de véhicules légers neufs correspond au renouvellement des flottes, des flottes d'entreprises. Dans la mesure où ce renouvellement est réalisé à un rythme soutenu, le parc des véhicules légers professionnels étant nettement moins ancien
que celui des particuliers. Il joue un rôle absolument déterminant dans l'alimentation du marché de l'occasion. Aussi, le développement des motorisations électriques dans les flottes d'entreprises apparaît comme le principal levier pour atteindre les objectifs de transition vers l'électrique du parc de véhicules légers. Or, jusqu'en 2025, la transition vers l'électrique des flottes d'entreprises affichait un net retard par rapport à la pénétration des motorisations des véhicules électriques dans les ventes aux particuliers. Si les objectifs de verdissement des flottes avaient été fixés dès 2019 dans la loi d'orientation des mobilités, aucune mesure contraignante ne permettait d'en assurer la mise en œuvre effective. Aussi, en 2024, environ 60% des entreprises concernées par ces objectifs n'atteignaient-elles pas les cibles fixées. Pour cette raison, à l'initiative notamment du rapporteur qui, avant que le gouvernement ne dépose son propre amendement, avait proposé lors de l'examen du texte au Sénat un dispositif similaire. L'article 28 de la loi de finances pour 2025 a instauré, à compter de mars 2025, une nouvelle taxe incitative au verdissement des flottes d'entreprises. Les entreprises concernées sont celles qui détiennent des flottes d'au moins 100 véhicules. L'efficacité de ce levier fiscal a été immédiate. Depuis, les statistiques démontrent une accélération très nette du rythme du verdissement des grosses flottes d'entreprises. Ainsi, d'après les éléments communiqués par la DGEC au rapporteur, la part des véhicules électriques dans le renouvellement des flottes des personnes morales a bondi de 11% à 17% en 2025 et atteindrait même 21% sur les 2 premiers mois de l'année 2026. La réforme des avantages en nature intervenue au 1er janvier 2025 explique également une part de la hausse observée à compter de 2025. En revanche, le rythme de verdissement des véhicules détenus par les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises non concernées par la taxe sur le verdissement des flottes d'entreprises de plus de 100 unités stagne. Au-delà du prix d'achat, des questions d'usage peuvent en effet dissuader les entrepreneurs de faire le choix de l'électrique. Cette situation touchant principalement les véhicules utilitaires légers. Le rapporteur a pu observer que les aides actuelles destinées à accompagner l'achat de VUL n'étaient pas suffisamment incitatives pour lever ces freins. Aussi recommande-t-elle qu'à coût constant, notamment à travers un meilleur ciblage des aides versées aux particuliers, les montants des aides dédiées aux TPE et PME pour l'acquisition des VUL électriques puissent être majorés. Le rapporteur a appris que cette perspective fait actuellement l'objet de réflexions dans le cadre de la préparation du plan d'électrification des usages annoncés par le gouvernement. Comme de façon générale pour l'ensemble des dispositifs de soutien, cette évolution devra nécessairement être assortie d'un mécanisme d'évaluation précis permettant après 1 à 2 ans d'en constater les effets réels. Dans son rapport, la Cour des comptes a dressé un panorama complet des dispositifs de soutien de l'État, directement dirigés vers l'offre. Le panel des outils mobilisés par l'État s'étend des investissements en fonds propres aux appels à projets, en particulier dans le cadre du plan de relance, des programmes d'investissement d'avenir PIA, puis de France 2030 en passant par des dispositifs fiscaux ou des mesures de soutien à l'emploi. La Cour des comptes évalue à 5 milliards d'euros le total des subventions et avances remboursables versées à la filière entre 2018 et 2024. Pour rappel, sur la même période, les aides à l'acquisition de véhicules propres ont subventionné l'achat de véhicules à hauteur de 8,5 milliards d'euros. Lors de ces auditions, de ces déplacements et au fil de ces échanges,
avec des acteurs de la filière, le rapporteur a pu constater que certains des programmes d'aide publique dirigés vers l'offre ont généré de vrais effets de levier et ont pu parfois jouer un rôle déterminant dans les décisions de localisation en France de projets d'assemblage de véhicules ou de fabrication de composants de la chaîne de valeur des voitures électriques. Dans son rapport pour certaines aides, la Cour des comptes met également en évidence de tels effets, en particulier dans le cadre du programme France 2030. S'agissant de France 2030, bien qu'il soit à ce stade impossible d'apprécier de manière globale les investissements effectivement réalisés grâce au dispositif de soutien, les aides ont eu un important effet de levier. Les représentants de la filière, notamment la plateforme automobile, ont notamment insisté auprès du rapporteur sur l'importance qu'ont pu revêtir les soutiens accordés dans le cadre du plan de relance automobile. D'après eux, les investissements réalisés avec ces aides ont permis à l'industrie française de rester un acteur de la chaîne de valeur du véhicule électrique. Lors d'un déplacement effectué à l'usine Renault de Douai, le rapporteur a notamment pu mesurer l'importance qui a pu être celle des aides publiques attribuées dans la constitution du pôle dit Electricity dans le nord de la France. Ce pôle composé d'usines d'assemblage comme à Douai ainsi que de sites d'équipementiers et de sous-traitants a permis de rassembler dans le nord de la France un écosystème complet et complémentaire, centré sur la fabrication des véhicules électriques. Ainsi, l'usine de Douai, entièrement dévolue à la production de véhicules thermiques jusqu'en 2019, a été entièrement convertie pour l'assemblage de voitures électriques. Depuis 2023, elle ne produit que des véhicules 100% électriques, dont les batteries sont produites dans la Gigafactory AES-SEC, qui jouxte l'usine. L'ensemble des principaux fournisseurs de l'usine se situent dans un rayon de 300 km. Renault a assuré au rapporteur que les aides publiques reçues dans le cadre de ce projet ont été déterminantes pour sa localisation en France. L'État a contribué aux investissements par des programmes du plan de relance ainsi que de France 2030, tandis que des aides de la région ont également soutenu le projet. Vive la France, vive la République française!